Alors après ce qui s'est passé après cette semaine folle, enfin cette semaine folle et riche en événements, ce qui s'est passé au Proche-Orient, hein, depuis l'attaque, l'attaque, la Blitzkrieg, on pourrait dire. Enfin, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais israélienne sur l'Iran, après tous les événements, après le bombardement, effectivement, US sur les sites nucléaires de Natanz, de Fordo et autres. Voici que hier, sans coup faire rire, Trump dit ça y est, on a abouti. Il a fait un grand communiqué sur le Truth Social, son site à lui. Voilà, on est arrivé. L'Iran, depuis ce matin, doit tout arrêter. Israël, aujourd'hui, doit tout arrêter. Ça y est, c'est fait, etc. Et puis, on constate quand même que déjà, ce matin, 4 morts dans une frappe de missile iranien à Beersheba, dans le sud d'Israël. L'armée a annoncé plusieurs vagues de missiles iraniens, des sirènes et puis des frappes israéliennes effectivement en Iran. En tout cas, suivi ou pas suivi. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous, ancien agent de la DGSE, je le rappelle, directeur de l'European Strategic Intelligence and Security Center. Alors évidemment, vous avez suivi comme beaucoup d'autres faits et depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que d'abord, cette espèce d'annonce, alors c'est très à la Trump, tout ça, il dit voilà, ça y est, cessez le feu, eh ben vous avez intérêt à suivre. En fait, vous en pensez quoi de ce cessez le feu? Alors moi, je pense que ce cessez-le-feu est une erreur historique. Ça fait 46 ans que le régime des Mollahs dit qu'il veut détruire Israël. Ça fait 46 ans que le régime des Mollahs combat l'Occident et les États-Unis, y compris tout à fait physiquement, hein, par des attentats. Nous avons eu des morts à Paris, nous avons eu 54 soldats tués à Beyrouth, nous avons eu des otages du Liban, nous avons eu des personnalités de l'opposition assassinées sur notre territoire, et je pourrais multiplier à l'infini, et encore un attentat empêché en 2018 contre les Moudjahidines du peuple près de Paris. Donc c'est un régime hostile. Il y avait là une occasion de le faire tomber. Alors il ne s'agissait pas, comme le craignait M. Macron, de le faire tomber de l'extérieur pour imposer un régime de l'extérieur. Il s'agissait de l'affaiblir suffisamment pour que le peuple iranien, éventuellement même l'armée régulière iranienne, se soulève et disent maintenant on en a assez de vous, cassez-vous, on prend notre destin en main. Et ça aurait été peut-être le début d'une vraie sécurité pour le Moyen-Orient. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le cessez-le-feu de Trump va juste donner à l'Iran la possibilité de dire qu'elle a gagné, c'est ce que disent déjà les porte-parole iraniens, hein, que les Israéliens ont quasiment capitulé. Et de se reconstruire leur potentiel. Mais alors justement, comment expliquez-vous, enfin vous suivez ça au moins aussi bien que nous tous, et même mieux, comment expliquez-vous quand même que Trump, qui a envoyé, effectivement, on se demandait, d'ailleurs vous vous rappelez il y a quelques jours encore, si Trump allait bouger, bon, c'est pas la guerre, mais il a envoyé ses bombardiers, il s'est passé ce qui s'est passé, et puis il est tellement pressé, lui. Alors il dit oui, moi jamais sous mon présidence il y aura des guerres, jamais. Est-ce que c'est ce côté peacemaker? Il veut absolument passer dans l'histoire pour avoir le prix Nobel de la paix, mais Obama l'a eu et on sait à quel prix. Comment vous expliquez cela, Claude Moniquet? Je pense qu'il y a 3 éléments. D'abord, effectivement, il y a le fait que Donald Trump est viscéralement, et je pense très sincèrement, opposé à la guerre. Il n'aime pas la guerre, et ça, c'est très respectable. Bien sûr. Deuxièmement, il y a des questions de politique intérieure. Il a été élu sur le programme MAGA, America First, et plus de guerre, plus d'engagement américain à l'extérieur pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C'est difficile après ça d'aller vendre à sa majorité, qui d'ailleurs est quand même très divisée, l'idée d'intervenir vraiment directement au Moyen-Orient. Et troisièmement, et là c'est plus général, c'est pas seulement Donald Trump, mais beaucoup des politiques de tout niveau, y compris parfois de très haut niveau, que j'ai pu côtoyer, partagent ce trait: aucune culture historique, aucune compréhension stratégique et je pense une méconnaissance totale des réalités culturelles de la région. Et ce cocktail fait qu'effectivement, je pense que Trump ce matin plutôt aux États-Unis, ou cette nuit encore, est totalement persuadé d'avoir agi pour le bien et d'avoir établi la paix for a long time, comme le disait après-midi.
je suis pas sûr du tout que ce soit le cas. Mais c'est ça ce qui est tout à fait étonnant, et vous avez rappelé effectivement les attentats en France d'ailleurs, et puis pas seulement en France, tout à fait. Je rappelle que le dernier attentat commis par un Iranien en France, c'est en décembre 2023, un franco-iranien de 26 ans, fiché S, a tué un touriste allemand et blessé 2 personnes à Paris, on se rappelle, et puis la DGSI, comme vous le savez, ils se prévenaient de tout cela. Mais Claude Moniquet, qu'est-ce que ça risque de donner si, comme on le voit, et personne ne le souhaite, évidemment, tout le monde souhaite qu'il y ait... En fait, ce que vous dites, qu'il y ait une paix, enfin qu'il y ait en tout cas un vrai cessez-le-feu. Mais qu'est-ce que ça peut donner, alors à votre avis, dans la région? Parce que le Hamas, d'accord, a été défait, mais il est toujours là. Le Hezbollah est toujours là. Le régime iranien est toujours là. Est-ce que pour vous, tant qu'on n'aura pas réglé cette question du régime islamiste iranien, est-ce qu'on peut avancer, ou on est dans une étape où on attend, hélas, le prochain round? Alors, il y a plusieurs niveaux, je dirais. Il y a au moins 2 niveaux à la menace présentée par l'ensemble de ces organisations et par l'Iran. Le premier niveau, c'est la menace régionale, locale, essentiellement contre Israël, voire pour les pays dont ils sont issus. Et là, il faut voir les choses en face. Le Hamas est toujours là, effectivement, mais il est incroyablement affaibli. Il est dans le sud, il est essentiellement dans le sud de la bande de Gaza. Il ne tire plus aujourd'hui, c'est toujours trop, mais il ne tire plus aujourd'hui que de temps en temps une roquette, alors qu'ils avaient l'habitude d'en tirer des centaines. Ouais. Il tue des soldats israéliens, c'est vrai. Il tue des Palestiniens aussi, ce qu'on ne dit pas trop dans les médias. Oui, on ne le dit pas du tout, même. On ne dit même pas du tout. Ouais. Mais ils sont fortement affaiblis. Le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa direction a été décimée, ou est amputée des yeux ou des mains suite à l'opération Walkie-Talkie et Beeper. Ils ont été éloignés par l'armée libanaise qui a enfin fait son travail de plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière, et l'armée libanaise a saisi des centaines de caches du Hezbollah alors que les Israéliens n'avaient déjà détruites d'autres centaines. Donc, en termes de danger, il n'y a plus de danger réel important. D'accord, des proxies. Les choses évolueront encore. En revanche, il existe évidemment une menace extérieure, une menace terroriste. Le Hamas a des réseaux, mais surtout le Hezbollah a des réseaux terroristes partout dans le monde. Je vous rappelle que ces réseaux ont aidé les Iraniens à frapper, par exemple, jusqu'à Buenos Aires, en Argentine. Dans les années 80, la mutuelle juive Amia et l'ambassade d'Israël, sans compter je pourrais citer des dizaines d'attentats commis par les Iraniens dans le monde avec l'aide du Hezbollah. C'est ça. Quant à l'Iran, effectivement, si on arrivait à décapiter le régime, parce que tous ces mouvements tiennent grâce à l'argent de l'Iran, au conseil de l'Iran, des gardiens de la révolution, de la force Al-Quds, aux armes. Ce sont les Iraniens qui ont appris au Hamas à fabriquer des missiles. Ils n'ont pas appris dans des livres dans des manuels. Mais alors justement, Claude Moniquet, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé au début de l'initiative israélienne, de l'opération israélienne, alors, le fait d'avoir, alors il disait, titre de gloire effectivement, d'avoir supprimé un certain nombre de membres de l'état-major, des gardiens de la Révolution, d'avoir fait des bombardements sur des sites à la fois nucléaires et économiques. En fait, ça n'a pas. Est-ce que ça a affaibli, bien sûr, d'un côté, mais d'un autre côté, vous dites, enfin, si je résume la chose un peu schématiquement, vous dites que Trump n'a pas franchi le Rubicon, il s'est arrêté au milieu du gué pour pêcher à la ligne, comme disait Malraux. Je crains qu'il y ait un peu de ça, et je crains effectivement. Alors, incontestablement, le régime iranien est très fortement affaibli. Il a perdu son programme nucléaire. On ne sait pas dans quelle proportion, mais certainement très très importante au vu des frappes américaines. Les gardiens de la Révolution ont été en partie décapités. Tout ça, c'est positif parce que ça affaiblit l'Iran. Mais en termes politiques, en termes de propagande, les Iraniens disent déjà que c'est eux qui ont gagné et que les Israéliens ont capitulé. Ils ne parlent pas des Américains pour ne pas les vexer. Ils disent, ils viennent de déclarer, nous allons continuer notre programme nucléaire. Donc, ils viennent de le déclarer là. Oui. Ils viennent de le déclarer officiellement, nous allons continuer, au niveau ministériel, nous allons continuer tout était déjà en place, nous sommes prêts, nous allons continuer notre programme nucléaire, donc autant pour Donald Trump qui pensait y avoir mis définitivement fin, et surtout, le Moyen-Orient, c'est une région et une culture dans laquelle l'imaginaire et le récit et le récit oral ont une importance
énorme. Et là, on est en face de gens qui disent on a gagné, on est les plus forts, on a frappé les Américains, regardez ce qui est faux. Hein. C'est une comédie ce qui s'est passé hier soir. Oui, sur le Qatar, vous parlez, oui, j'allais vous parler des bombardements sur le Qatar, oui. Il y a eu une négociation entre les Iraniens, les Qataris et les Américains pour que tout le monde soit prévenu du moment où les missiles étaient tirés, de combien de missiles et sur quelle cible, de manière à ce qu'ils soient interceptés. Mais ça permet aux Iraniens de dire nous avons frappé les Américains et ils n'ont pas osé riposter. Donc, en termes de récit, en termes d'imaginaire arabo-musulman, ça va parler à pas mal de gens et je pense que ça va ramener de nouveaux sympathisants vers l'Iran. Oui, et donc Claude Moniquet, si on vous suit, ça va continuer quelque part. Je ne vous demande pas une prophétie, on va pas lire dans le marc de café, mais quand même, si ce que vous dites et tout se passe comme si on attend un peu, mais que dans 6 mois ou même pas 3 mois, etc., ça recommence. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que qu'est-ce que ça impacte au niveau, alors plus général? Est-ce que l'Europe peut, par exemple, être victime d'attentats comme les États-Unis, comme ailleurs? Alors, effectivement, c'est toujours difficile de prévoir. Je crois que c'est Aldous Huxley qui avait dit un jour que le problème des futurologues, c'est que personne ne sait ce qui se passera dans 5 minutes. Il faut bien le reconnaître. Mais au-delà de ça, on peut baser sur l'histoire, sur l'expérience, sur ce qu'on connaît des choses et des régimes, on peut faire un pronostic. Il est clair que la nature profonde du régime iranien n'a pas changé. Ça reste un régime extrémiste, millénariste, donc qui cherche à répandre le chaos, profondément, qui a une haine profonde pour Israël, pour les États-Unis et pour l'Occident. Oui. Et tout ça, ça va continuer, sans doute même décuplé par ce qui s'est passé, par la réelle défaite qu'eux savent qu'ils ont subie. Donc, en termes européens, ça ne se passera sans doute pas dans les jours ou les semaines à venir, parce que les Iraniens sont quand même pas tout à fait déments. Ils savent très bien qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde de la chance. Mais ce qui va se passer, c'est que d'abord, on peut avoir des attentats, effectivement, commis par des groupes proxy ou par des individus en Europe, actionnés à distance par l'Iran, mais l'Iran dira c'est très triste, mais c'est pas nous. Exactement. Quand ils avaient nos otages au Liban, une affaire sur laquelle j'avais travaillé à l'époque, j'étais à la DGSE, ils nous disaient pas à moi j'étais un tout petit maillon, mais ils disaient aux gens qui les rencontraient après les négociations, vos otages, c'est pas nous, hein. Mais on connaît peut-être quelqu'un qui sait où ils sont. On pourrait discuter. Ils diront la même chose avec les attentats. Ils diront c'est pas nous. Mais on peut avoir effectivement en Europe des attentats contre les communautés juives, contre les intérêts israéliens, peut-être contre les intérêts américains, voire contre les intérêts européens. Ils l'ont déjà fait. Et puis, sur le moyen terme, disons d'ici 2 à 5 ans, l'Iran aura reconstitué en tout cas ses capacités balistiques, aura reconstitué l'encadrement des gardiens de la révolution et pourra de nouveau faire peser une menace régionale. Et ces gens ont le temps, hein, la logique islamiste s'inscrit dans le temps. Ils savent bien que dans 2 ans, Donald Trump sera plus, 3 ans peut-être, Donald Trump ne sera plus là. Eux seront toujours, ils auront le temps. Et ils auront le temps de recommencer à tenter de faire pression au maximum sur Israël en vue, très clairement, ils ne le cachent pas, de sa destruction. Oui, ils l'ont dit. En fait, c'est fou, c'est Lampedusa, hein, Claude Moniquet, quand je vous écoute, il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, qui vivra verra. Merci beaucoup, Claude Moniquet.